Hey les amis, ici Fiaï. Alors c'est l'histoire d'un petit garçon issu d'une famille d'immigrés qui a débarqué en France en 79 en ayant quitté le Vietnam en bateau. Et on appelait d'ailleurs ces gens-là les boat people, ces personnes qui essayaient de fuir la guerre. Et me voilà en 85 arrivant au monde. Un petit garçon plutôt en bonne santé. Un garçon que je qualifierais de très sensible, qui a toujours cherché l'attention de sa maman. Le papa, pas très communicatif, qui travaille, subvenait à sa manière à nos besoins matériels, en nourriture et ainsi de suite. Quelqu'un de plutôt réservé, qui ne communiquait pas beaucoup, mais qui contenait les choses. Et ça se sentait parce qu'il avait des moments de colère ou de frustration, de ne pas savoir comment communiquer ce qu'il avait à dire. Voilà, j'ai grandi avec ce modèle paternel, un homme que j'aime bien entendu et qui n'a pas toujours su vraiment comment communiquer avec nous, ses enfants, mais qui était présent pour nous. C'est-à-dire, dès qu'on avait besoin de quoi que ce soit, il était là. Voilà, c'est un homme avec un très grand cœur qui a su pratiquement lui tout seul élever 4 enfants, 4 garçons qui plus est. Puis finalement, on est tous plus ou moins en bonne santé, et on a plutôt bien grandi. Sauf que forcément, en tant qu'enfant, on prend nos parents comme modèle. Et c'est vrai que mon père, c'est pas la personne la plus communicative, surtout au niveau des émotions. Et je pense que j'ai toujours galéré avec mes émotions. Parce que je n'ai pas eu un modèle qui m'a montré comment décrypter et accueillir mes émotions. Et donc, je me suis créé mon petit monde au fur et à mesure que j'ai grandi. Et la seule chose dont je me souviens, c'était que souvent, je recherchais l'attention de mes parents. Et notamment de ma mère qui était plus communicative. C'était à travers elle qu'on recevait de l'affection, des câlins, de la reconnaissance. Je me souviens, un jour, je devais être en CE1, CE2, et c'était la fête des pères qui arrivait. Et dans mon école primaire, la maîtresse nous aidait à préparer le cadeau pour la fête des pères. C'était un cadeau fait maison, en classe, avec des feuilles. C'était un genre de collage avec des papiers. Et j'avais trouvé que c'était pas assez à l'époque d'ailleurs. Et j'étais parti, à côté de chez moi, il y avait un Eurofouille. J'avais trouvé un truc hyper sympa, c'était un genre de pyramide en verre, en 3D, rempli d'eau et à l'intérieur avec des genres de pièces en or en fait. J'avais trouvé ça hyper joli. J'avais un peu d'argent de poche, j'avais acheté ça pour mon papa. Et donc voilà, le jour de la fête des pères, en tant qu'enfant, j'étais fier de lui offrir ce cadeau. Donc je vais lui remettre ce cadeau. Mon père n'est pas très communicatif d'ailleurs, et je pense qu'il n'a jamais aimé le fait qu'on lui offre ce cadeau. Enfin bon, voilà, j'offre le cadeau, tout fier de moi. Peut-être qu'au fond j'espérais avoir de l'attention, de la reconnaissance. Mais bon, je lui transmets le cadeau. Quelques instants plus tard, je vais dans la salle de bain. J'étais vraiment petit, je devais avoir 7-8 ans, pas plus. Et dans la poubelle de la salle de bain, je retrouve quoi? Ma création en papier. Et voilà, j'ai juste vu ça. Effectivement, ça, sur le coup, ça m'a fait mal au cœur. Mais je n'ai rien dit. J'ai gardé ça pour moi. Alors voilà comment moi j'ai grandi en tant que petit garçon, sachant pas comment gérer mes émotions. J'ai toujours souvent tout gardé pour moi, ayant quelque part à la fois honte de mes émotions parce que j'avais l'impression qu'elles étaient anormales. Je ne voyais pas les gens les exprimer autour de moi. Et donc moi j'en avais honte, j'avais l'impression d'être différent, d'être à part entière. Et j'arrivais pas à accepter ça chez moi. Donc j'ai tout gardé en moi. Je commençais à porter un costume, un masque pour m'intégrer dans cette société, pour pouvoir relationner avec les gens. Et je pense que toute ma vie j'ai recherché de l'attention parce que c'était peut-être ma manière de me sentir aimé, reconnu. Et j'avais cette image de l'enfant sage quand j'étais petit. Et j'avais cette fierté d'être reconnu comme un enfant sage. Parce que parfois, mes parents parlaient à des amis en complimentant auprès d'eux. Et moi, ça me rendait fier. Mais je ne disais rien, je gardais tout pour moi. Même mon enthousiasme, je la gardais pour moi. Et voilà comment je me suis construit en fait. Voilà mon histoire. Et jusqu'à maintenant, j'ai 34 ans. J'ai du recul sur ça. J'ai cheminé, bien entendu. Parce qu'à un moment donné, la vie m'a invité à faire face à mes manques, à ce que j'ai enfoui en moi depuis ma tendre enfance. Et donc j'ai fait face à des expériences de vie qui m'ont
mis des grosses baffes, des gros coups de boule, des coups de coude, des coups de genoux dans les parties et bien d'autres encore. J'ai dû apprendre à reconnaître mes émotions, à les accueillir du mieux que je pouvais, à apprendre à les décrypter. Et ça a été, je pense pour moi, l'un des plus beaux voyages, même s'il a été douloureux. Voilà, imaginez juste une personne complètement déconnectée de ses émotions qui essaie de prétendre jouer un rôle afin d'être reconnu, afin de recevoir de l'attention, des compliments. Voilà comment je me suis construit. Je ne savais pas comment demander de l'amour finalement. Mon père qui ne communiquait pas, même si j'ai grandi avec 3 frères, on n'était pas des très bons communicants. On jouait bien entendu comme des enfants, on se chamaillait, on pleurait. Mais malgré ça, j'ai jamais appris à assumer mes émotions. Alors, je vous dis même pas sur mes relations amoureuses, ça a été catastrophique, ça a été même chaotique. J'étais armé pour vivre dans la dépendance affective. Voilà, un enfant devenu adolescent et adulte en quête d'attention et qui pour avoir de l'attention auprès des femmes, parce qu'à un moment donné, je pense que le petit garçon transfère son attention pour sa maman. Et oui, quand j'étais petit, je me souviens, j'étais aussi amoureux de ma maman quelque part. J'ai l'idolâtrais, pour moi c'était la femme la plus magnifique au monde. Je me rappelle qu'en CM2, je lui avais écrit un poème pour la fête des mères, où je parle du fait que j'adorais quand elle s'habille à la mode. Ouais, ma mère est très belle, c'est une très belle femme et elle savait prendre soin d'elle. Je pense qu'en tant que petit garçon, j'étais amoureux de ma maman, comme beaucoup de petits garçons envers leur maman. Mais sauf que quand on grandit, quand on réalise que finalement c'est notre maman, et puis voilà, on transfère cette attention sur d'autres personnes. Et pour moi, c'était le sexe opposé. Et voilà comment je commence ma vie auprès des femmes. J'apprends à me construire, à me créer une genre de façade pour pouvoir séduire en fait. Parce que c'est vrai que quand on est petit, on est là, on commence à voir les gens sortir ensemble, s'affectionner, s'embrasser. Et en tant que petit garçon innocent, on se dit, moi aussi j'ai envie d'aller vers là, mais comment en fait? Parce que j'étais vraiment quelqu'un de plutôt très timide, introverti, qui ne savait pas exprimer ce qu'il avait envie et qui attendait que les choses se passent en fait. Et donc j'ai appris à modéliser, je pense. J'ai regardé des comportements à l'extérieur, de regarder des personnes qui avaient des facilités pour séduire, pour parler, pour impressionner. Et c'était une forme de force pour moi. Et je suis allé vers là, la force. Le côté un peu masculin. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme en fait quand on est adolescent? Et ça passe par la force, la virilité, ça passe par un certain charisme, ça passe par le fait d'être un peu rebelle et à la fois un peu caïd. Et c'est ce que j'ai retenu de mon adolescence. Et ça a plutôt fonctionné pour moi en fait. C'est ça qui est étrange, c'est que en adoptant ces codes, en étant un peu le lascar quand j'étais au collège puis surtout au lycée, j'arrivais à avoir de l'attention, j'arrivais à sortir avec des filles. Malgré ma vulnérabilité, ma sensibilité, j'arrivais à créer ce personnage qui était à la fois moi, mais en même temps pas moi, parce que c'était une stratégie. Et finalement, je réalise que cette façade-là, je l'ai construite pour ne pas me sentir encore plus rejeté. Parce que quand on est petit, quand on ne sait pas comment assumer ses émotions, on se sent quelque part rejeté. Et c'est dur d'accepter ça en tant qu'enfant, de se sentir rejeté. Même si ce n'est pas forcément l'intention des personnes en face, ni de mes parents, ni de ma famille, ni de mes amis. Mais c'était une émotion que je ressentais et je voulais absolument l'esquiver. Donc j'ai tout fait pour ne pas me sentir rejeté. Et essayer d'avoir de l'attention à travers, comme je vous l'ai dit, des compliments. Donc j'essaie de faire bien. J'essaie d'être exemplaire par moment. Et puis voilà, à l'âge de l'adolescence, je suis passé de l'autre côté. J'étais un peu plus rebelle et j'ai vu que ça fonctionnait aussi. Donc c'était aussi une manière d'avoir de l'attention. Donc comme quoi, j'arrivais à ajuster ma stratégie selon mes besoins, mes envies, sans savoir demander directement ce que je voulais. Et en essayant de fuir la souffrance en fait, la blessure de se faire encore rejeter, et ça de manière inconsciente bien entendu, parce que je n'avais pas forcément conscience du fait que voilà, je faisais tout ça pour éviter de souffrir. C'était devenu limite naturel pour moi, c'était une seconde nature. Sauf que à un moment donné, je me prenais des grosses claques à la figure. Mes premières relations où je vivais une rupture ou une sorte de rejet, waouh, ça a été abominable. Je me souviens quand j'étais en seconde, j'avais redoublé ma seconde, donc c'était ma deuxième année de seconde. J'avais jeté mon dévolu sur une fille qui à l'époque ressemblait à une actrice que j'adorais et qui jouait dans une série dont j'étais fan avec des amis, c'était Buffy contre les vampires. Je sais pas si certains d'entre vous étaient fans de cette série, moi je l'étais, et en partie pour l'actrice Sarah Michelle Gellar, qui pour moi représentait la beauté absolue dans mon fantasme et dans mon imagination. Moi je redouble ma seconde, je reviens refaire une seconde année, voilà, parce que je savais pas quoi faire de ma vie non plus, perdu bien entendu. Et
je vois cette fille qui débarque, qui ressemble tellement à Sarah Michelle Gellar, Buffy contre les vampires. Waouh! Et là, je tombe, bien entendu, amoureux de cette personne, de cette fille qui s'appelait Olivia en l'occurrence. Et me voilà en train d'essayer de la séduire. Je vais pas rentrer en détail, d'ailleurs j'ai écrit un texte à son sujet parce que j'ai mis 10 ans à oublier cette personne. J'ai mis tout mon cœur pour pouvoir la conquérir. Ça a été un parcours du combattant. J'ai tout donné. Et ça a fonctionné, sauf qu'à un moment donné, la relation n'a pas tenu, elle a duré peut-être 1 ou 2 mois au lycée, pour moi c'était énorme. Et elle n'a pas tenu, et ça a été une déchirure pour moi. Ça a été une déchirure parce que j'ai fait face à mon incapacité d'exprimer ce que je ressentais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour vous dire comment ça a été, je vivais à l'envers. J'étais en train de discuter avec cette Olivia. C'était un peu tendu entre elle et moi parce qu'elle avait une meilleure amie qui lui collait aux fesses pendant qu'on était au lycée. Et comme à cette époque-là, on pouvait se voir qu'au lycée. Et moi, j'étais tellement amoureux d'elle que j'avais envie de passer tout mon temps avec elle et que le lycée pour moi, c'était pas assez. Et cette fille-là, son amie, était toujours avec elle et donc moi, ça me faisait chier quoi. Et à cette époque-là, j'avais quand même un certain orgueil, fierté aussi, mal placée, je dirais. Et associé au fait que je ne savais pas exprimer mes émotions, surtout quand il y avait cette peur du rejet qui commençait à s'activer chez moi, ben, j'ai préféré faire le fier. Donc ce qui s'est passé, c'est que un jour la question s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà, elle m'a posé la question, c'était avant les vacances de Noël il me semble, elle me demande qu'est-ce qu'on fait. Et moi dans mon cœur, je savais que j'étais amoureux d'elle, c'était la femme de ma vie, je ne pensais qu'à elle constamment. Et la seule chose que j'ai pu répondre à ce moment-là, enfin j'ai répondu de 2 manières. La première chose c'est je ne sais pas. Alors qu'au fond de moi j'étais complètement amoureux d'elle. Donc imaginez la contradiction entre ce que je ressentais et ce que j'exprimais. Wow, super. Et la seconde chose après ça, je me suis pavané devant elle et sa meilleure amie avec des filles de ma classe pour, je ne sais pas, la rendre jalouse. Pour montrer que, voilà, moi c'est fiaille, je suis un bonhomme. Mais quel con, mais quel abruti j'étais. Et j'en ai bavé. J'en ai bavé parce que je pense que j'ai pas su me remettre de ça. J'ai été complètement effondré. Et parce que le lendemain c'était les vacances de Noël, c'était Noël. Et j'ai essayé, je pense à ma manière d'essayer de réparer, mais c'était trop tard. Ma peur du rejet et la souffrance qui en résultait ont fait que je suis resté complètement léthargique parce que j'ai pas su ensuite lui exprimer à quel point je l'aimais. Au moment où je devais lui exprimer ça, j'ai tout gardé pour moi, encore une fois, ne sachant pas comment exprimer mes émotions. Pendant 10 ans, cette fille, cette histoire de 1 ou 2 mois est restée là, à tourner en boucle et avec les et si seulement. Et comme si j'étais passé à côté de ma vie. Et c'est un peu l'histoire que je me suis racontée pendant 10 ans, imaginez-vous. Voilà, bref, ça a été le bordel. Ça a duré comme ça toute ma scolarité, on va dire, et entre temps, je suis sorti avec d'autres filles. Le fait d'avoir souffert, j'ai un peu pris la caricature du salaud de service, donc je sortais avec des filles mais sans être amoureux d'elles. Voilà, j'étais tellement blessé et heurté que j'avais créé une carapace autour de moi. Et pour aller plus loin, parce que je vais pas m'éterniser sur cette histoire, voilà comment je me suis construit moi fiable, humainement, émotionnellement. Et c'est à partir de l'âge de, je pense, 25 ans que j'ai commencé vraiment à faire un travail sur moi un peu plus poussé. Je me suis rendu compte que ça allait pas du tout, que j'étais vraiment à l'ouest. Je vivais une vie très superficielle où j'essayais de suivre des tendances, de faire un peu comme les autres, de rentrer dans le moule. Mais même si au fond de moi je sentais que c'était pas ça qui me rendait heureux, je le faisais par défaut parce que je ne savais pas faire autrement. Après plein de claques dans la gueule au niveau des histoires amoureuses, des échecs bien sûr, forcément, la chose qui m'a réveillé, c'est le décès du copain de ma mère. À cette époque-là, je suivais la mode, je faisais un peu comme tout le monde, je jouais au foot, aux jeux vidéo, au poker, et je ne buvais pas, je ne fumais pas. Ça par contre c'était plutôt cool, je m'étais lié avec des amis avec qui nous avions ces valeurs-là, c'était de ne pas fumer ni de boire. Bon, ça a tenu, je n'ai jamais vraiment bu ni fumé. À part exceptionnellement, mais c'est vraiment très exceptionnel. Ce qui m'a réveillé un jour, je devais avoir peut-être 24 ans, 25. Ma mère sortait avec un monsieur, et ça faisait peut-être pas 7-8 ans qu'ils étaient ensemble à cette époque-là. Et forcément, on se rejoignait en famille, souvent pour les anniversaires, et on mangeait ensemble. Donc, je voyais ma mère de temps à autre, je vivais avec mon père, d'ailleurs je vis toujours avec mon père. Et ce monsieur-là, très sympathique, on le voyait forcément à ces occasions-là. Et voilà, les années ont passé. Moi, je continuais ma vie, je faisais mes études, même si je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais des facilités, donc ça m'a permis d'avoir un bac plus 4, d'aller étudier à l'étranger. Et voilà, je continue tranquillement ma croisière. Et un jour, ma mère nous appelle, on dit oui, il faut que vous veniez, tonton, on l'appelait tonton. Tonton, il est sur le point de mourir, il est en phase terminale d'une tumeur.
Et il s'avérait qu'il avait caché tout ça à ma mère et à nous, et à toute sa famille. Il nous avait dit que quelques temps auparavant qu'il se faisait opérer de l'appendicite, que ça c'était un peu compliqué. Et moi, j'avais pas prêté attention à tout ça parce que j'étais dans ma bulle, j'étais encore immature. Donc ma mère nous appelle, elle nous dit voilà, il faut que vous veniez à l'hôpital de Bordeaux, de Saint-André, je crois, celui qui a après Victor Hugo à la place de la République. J'avais vu qu'il avait migré un peu, il était souvent pas très bien, il avait des douleurs au ventre et il nous avait dit que c'était son appendicite, il y avait des complications, mais bon, voilà. Je m'étais pas non plus étalé là-dessus, j'étais assez égoïste et superficiel à cette époque-là. Donc, on apprend cette nouvelle, on se dirige à l'hôpital. Waouh, on découvre tonton tout maigrichon sur une chaise, qui pouvait à peine parler. Il avait encore assez d'énergie pour sourire, rigoler un peu, fumer quelques cigarettes. Et voilà, moi j'arrive avec mes frères, mes deux petits frères. On arrive, on fait face à une réalité à laquelle on n'est pas l'habitude de faire face. Ok, on a eu des amis de nos parents qui sont décédés au cours de notre enfance, mais on n'était pas confrontés. Là, on y était confrontés parce que c'était le copain de ma maman et voilà, il était en face de nous et là on pouvait plus fuir quoi que ce soit. Et donc on reste quelques heures avec lui dans le jardin de l'hôpital, il remonte dans sa chambre, et on voit qu'il est fatigué, qu'il a besoin de dormir et on s'en va. Le soir même, ma mère nous dit qu'après ça, il n'a plus parlé. C'est comme s'il nous avait attendu pour nous dire au revoir. Et le lendemain, il est décédé suite à cette tumeur du foie ou ce cancer du foie. Et je commençais déjà à m'intéresser à la spiritualité à ce moment-là et j'ai été bouleversé. J'ai été bouleversé parce que ce qui m'a frappé, c'est que ce monsieur-là, ce tonton-là, malgré les 7-8 ans qu'il avait passé aux côtés de ma maman, et c'était un homme très bon, voilà, très attentionné, qui s'occupait bien de ma maman. Et cet homme-là, j'avais pas pris le temps de le connaître. J'avais pas pris le temps de communiquer plus que ça avec lui. J'étais dans ma bulle encore une fois et ça m'a déchiré. Mais ça m'a déchiré, ça m'a déchiqueté le cœur. Je m'en suis voulu, j'ai pleuré pendant des nuits à me dire, à m'en vouloir, à me dire, mais putain, mais quel con, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi, mais regarde ça, toi, ta mère, là, avec ce monsieur-là, ce tonton, il est là, tu prends même pas le temps de le connaître. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait? À suivre la mode, à acheter les trucs dernier cri, les smartphones et compagnie. Et là, ça m'a mis une grosse claque. Et c'est là que je me suis vraiment penché vers la spiritualité, à aller vraiment me rencontrer. Et voilà, je suis allé dans cette quête spirituelle, cette quête de vérité, à essayer de me rencontrer finalement, à essayer de transcender cette façade. Et voilà, et ça fait maintenant 8-10 ans que je chemine, j'ai exploré tout un tas de choses et je pense que c'était la meilleure des décisions que j'ai pu prendre en fait à ce moment-là et qu'il fallait un mal pour un bien. Il a fallu que tonton décède pour que moi je me réveille. Donc c'était quelque part une sorte de réincarnation pour ma part parce que voilà, pendant 8-10 ans, je me suis consacré vraiment à me libérer de mes peurs, de mes croyances, apprendre à être moi-même, avoir une meilleure connaissance de moi. Maintenant, avec ces 8-10 ans, j'ai plus de recul sur tout ça. Je me suis fait coacher, j'ai suivi des séminaires bouddhistes, j'ai fait des formations de PNL, j'ai testé tout un tas de trucs, du chamanisme, à d'autres approches ésotériques, je me suis intéressé à la communication non violente, à l'hypnose, à la psychologie, aux émotions, aux énergies également. J'ai appris tout un tas de choses, même si à l'époque je ne savais pas où ça allait me mener. Maintenant, je vois que ça commence à prendre forme en fait, tout ça. Et je vois où j'en suis arrivé surtout, de cet enfant qui ne savait pas communiquer ses émotions, qui ne savait pas qui il était, et qui pour avoir ce qu'il voulait, s'était créé un genre de bouclier. Et maintenant je suis plus à même d'exprimer ce que je veux, de savoir exprimer mes émotions, de prendre ma responsabilité sur ce que je vis, au lieu de blâmer les autres. Je suis passé du mode un peu victime et irresponsable à responsable et acteur de ma vie, créateur. Et voilà pourquoi je fais ces vidéos. Pour moi, c'est aussi une manière de partager mon histoire et mon cheminement. Parce que je suis persuadé que je ne suis pas le seul dans cette situation qui vit une vie un peu dans l'ombre, qui vit une vie pas forcément en accord avec qui on est. Je rencontre tous les jours des personnes qui prétendent, qui vivent la vie parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres, parce qu'ils ne veulent pas décevoir. Des personnes qui ont également peur du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice ou de l'humiliation. Et je pense qu'on a tous ce genre de blessures en nous. Et parce qu'on a peur de souffrir à nouveau, on crée tous un cocon autour de nous pour pouvoir survivre dans cette société. Et je pense que ça ne va pas être une fatalité en soi. Au contraire, ça doit devenir une force. Et pour que ça devienne une force, il faut y faire face. Et c'est pas évident de faire face à ça parce qu'on est face à un genre de monstre intérieur qui veut nous dévorer à tout prix. Et je pense que ça s'apprend. C'est un cheminement, c'est un voyage intérieur qu'on commence à entreprendre et qui nous permet justement de pouvoir nous reconnecter à notre propre essence,
à aller découvrir notre vérité, notre pouvoir et ainsi devenir véritablement libre. Voilà pour moi ce que m'a amené mon cheminement en tout cas. Je ne peux qu'inviter la plupart d'entre nous à expérimenter, cheminer, aller à sa propre rencontre. Et à travers mes vidéos, à travers ma propre réalisation, parce que je continue de cheminer, je continue de m'éveiller, de me libérer de tout un tas de choses, j'aimerais vous inspirer à en faire tout autant. L'univers m'invite à aller en ce sens, depuis que je me suis ouvert en fait, au niveau du cœur. Voilà les amis, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Namasté.